médias du jour, Philippe, on parle d'environnement. Mais oui, une vague verte déferle sur les médias. C'est leur nouveau credo de cette rentrée, l'engagement écolo. En ce moment même, au moment où je vous parle, France 2 présente son programme phare, l'émission pour la Terre, qui va donner le coup d'envoi de la saison environnement avec 2 ambassadeurs vedettes recrutés avant l'été. Nicolas Hulot, faut-il le présenter, ancien ministre de l'Environnement qui a démissionné avec fracas, et Hugo Clément, jeune journaliste aux 600 000 followers sur Instagram, qui revient sur le service public avec un grand programme d'environnement prévu sur 4 soirées. Alors question, ce greenwashing révolutionne-t-il le genre, puisque la télé a déjà eu des programmes qui s'intéressaient au défi de l'environnement? Je peux citer Thalassa, je peux citer Ushuaïa et beaucoup d'autres. Est-ce qu'il s'agit d'un effet de mode, d'opportunisme pour doper les audiences en surfant sur l'air du temps et capter un jeune public très très sensible à cette cause? Ou alors une réelle volonté d'agir? Et si oui, quelles sont les armes des médias pour éveiller les consciences? Pour en parler, je reçois Héloïse Maillot. Bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes fondatrice et rédactrice en chef de Nouvelle Vague, qui est un nouveau magazine, vous allez nous raconter ça. Et Alain Bougain-Dubourg, faut-il vous présenter? Bonjour Alain. Bonjour. On peut vous entendre le matin chez Bernard Poirette, à quelle heure? À l'heure où les chauves-souris vont se coucher. C'est sûrement le cas. Vous êtes journaliste, producteur télé, connu pour votre engagement pour défendre les animaux, notamment les oiseaux, et impliqué dans le combat écologique depuis combien de temps? J'ai commencé à l'âge de 12 ans. Ouais. J'avais créé un club des jeunes amis des animaux au lycée Eugène Fromentin à La Rochelle. Pardon de vous demander ça, on était en quelle année quand vous aviez 12 ans? J'en sais rien, j'en ai 71 aujourd'hui, vous faites le compte. Héloïse, parlez-nous de votre bébé, Nouvelle Vague. Humour, Nouvelle Vague, mais là c'est Vague comme les véganes, magazine Veggie, qui sort pas en kiosque mais en ligne. De Oui. quoi parle-t-il? Présentez le magazine. Alors, Nouvelle Vague, c'est un magazine donc en ligne, nouvellevague-magazine.com, qui est en ligne depuis ce matin, qui a 7 rubriques. Et puis, c'est une façon d'aborder au travers de toutes ces rubriques une consommation différente, sans matières animales. C'est-à-dire, voilà, c'est très simple. On peut ne pas être végane, mais vouloir acheter une veste en fourrure qui soit de la fourrure synthétique sans faire souffrir un animal. On peut vouloir consommer des crèmes qui soient clean, bio et les meilleures possibles pour ses enfants également, sans être absolument obsédé par l'idée de l'environnement, par ce média, ce que je souhaiterais faire, par toutes ces rubriques, beauté, mode, food, pour la première fois en France aussi, faite par des journalistes professionnels, donc ça s'ouvre au grand public. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées à ça, mais qu'elles viennent consommer, avoir toutes les informations, toutes les alternatives Oui, nouvelles. parce que vous décrivez ainsi Nouvelle Vague, vous dites le premier magazine de presse écrit généraliste français, 100% veggie, destiné au grand public. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes? Est-ce que le grand public est vegan? Alors, les véganes aujourd'hui représentent un petit pourcentage en France. En revanche, tous ces termes un peu d'étiquette, on va aussi en parler dans le magazine parce que j'ai un peu de mal. Ce qu'on appelle les flexitariens, c'est-à-dire on en a tous autour de nous. Alors ça peut faire rire, mais en fait, Flexitarien, c'est celui qui mange de la viande mais qui diminue drastiquement les quantités. Ce sont des personnes qui commencent à être sensibilisées à l'environnement, à la cause animale, et qui commencent à modifier au travers des sujets faits par les médias, au travers des documentaires. Il y a une modification dans la façon de consommer de la viande. Voilà. Et ces personnes-là représentent une grande partie en France, et on s'adresse aussi à ces gens-là. Ouais. Alors il y a des grands cahiers, il y a les animaux évidemment, Oui. nourriture, normale, style, évasion. Oui. Et alors ce qui m'a vraiment frappé, c'est culture. C'est quoi la culture végane? Alors, Vous allez voir une pièce de théâtre Femmes. En fait, la rubrique culture est devenue la rubrique femmes. D'accord. Il y aura des sujets aussi un peu culture, mais non, on a avec en chef de rubrique femmes Zineb El Razoui. Ouais. Voilà. Également Mohamed Sifawi qui a une chronique dans cette rubrique. Il est entré dans notre sérail. Voilà. Parce que vous étiez très fiers. Vous étiez très fiers de dire qu'il y avait que des femmes dans la rédac. Donc maintenant, Oui, il y a des garçons qui sont arrivés. C'est-à-dire que j'aime bien les garçons, donc ils ont aussi ils ont toute leur place dans le magazine, et ils ont aussi toute leur place dans le combat féministe. C'est super important. Alain Bougain-Dubourg, vous nous écoutez et je vois votre regard amusé. Non, je trouve ça très bien. Je trouve qu'on a oublié ce qui se passait dans la société civile à propos des véganes. C'est-à-dire qu'on a cru que c'était un épiphénomène. Et quand vous prenez le TGV, vous voyez tout simplement qu'il y a des menus véganes. C'est pas par hasard. Et quand je revisite l'histoire d'un an, je me rappelle cette loi agriculture-alimentation où il y a eu un mépris mais total de tous les amendements qui portaient sur le bien-être animal, notamment la castration des porcelets sans anesthésie, les poussins broyés dans des conditions ignobles et tout. Les parlementaires ont tout
rejeté, alors qu'il s'agissait seulement de s'aligner sur ce qu'on faisait d'à peu près correctement dans le reste de l'Europe. Tout ça pour dire qu'ils n'ont pas vu, alors qu'ils devraient avoir un coup d'avance sur la société, ils n'ont pas vu comment cette société bougeait. Et les véganes, globalement, vous me démentirez peut-être, mais sont des jeunes qui ont entre 20 et 35 ans, sont pas les enfants de la SPA à qui on a dit tu dois aimer les bêtes, etc. Non, sont des gens qui s'interrogent sur leur relation au vivant. Je vais me faire l'avocat des députés. Peut-être l'ont-ils vu, mais ils ne voulaient pas se froisser avec le lobby agricole qui représente beaucoup d'électeurs et beaucoup d'emplois. C'est pour cette raison, entre autres, que Nicolas Hulot a quitté son poste. Tout à fait. Bien sûr. Il y a une guerre entre les lobbies et les véganes. C'est pour ça que ce terme vegan qui est utilisé, il faut bien un moment marquer, se démarquer. Mais je voudrais revenir juste au fait de dire on a la conscience du vivant. Voilà, ce terme est très important. La conscience de l'environnement. Évidemment qu'on préfère porter une fourrure très jolie sans faire souffrir un animal. Évidemment, si on arrive dans un abattoir et qu'on voit toute la façon dont la viande arrive dans notre assiette, à mon avis, beaucoup de gens cesseraient. Voilà, de manger de la viande. Donc il y a une prise de conscience qui va au-delà de ce terme vegan. On va aller au-delà des véganes puisqu'on est une émission média. On va parler de la manière dont vous voulez construire votre magazine et le financer. Et je précise, dans cette émission, on n'a fait souffrir aucun petit poussin ce matin. On continue dans l'infomédia du jour à parler de l'engagement des médias qui se mettent au vert. On en parle avec vos invités, Philippe, Alain Bougrain-Dubourg et Héloïse Maillot qui lance son magazine Nouvelle Vague. Alors Nouvelle Vague, depuis ce matin, c'est sur Internet, mais Nouvelle Vague va devenir un magazine papier. Ça va être un bimestriel. Ça va sortir tous les 2 mois. À partir de quand ? Alors, à partir de quand ? Je souhaiterais que ce soit à partir de 2020. Une levée de fonds est en préparation par un grand prix en fait en main par un grand cabinet d'avocats Nabarro et Inge, voilà, parisien. Et puis, on est en train de s'occuper de tout ça. Vous aviez lancé une opération de crowdfunding, c'est-à-dire pour trouver de l'argent sur Internet. Là, maintenant, qui finance ? C'est mon compte en banque. C'est pas vrai. C'est vraiment un peu rock'n'roll. J'ai tout fait toute seule et en même temps, on fait jamais tout toute seule. C'est-à-dire que je me suis très vite adressée à des professionnels, éditrices, DA, directrices artistiques. Je suis allée pousser plein de portes, mais tout est parti à partir du moment où je suis devenue, où j'ai changé toute ma façon de consommer. J'ai tout fait toute seule. Totalement. Historiquement, vous travailliez dans quoi ? Vous avez travaillé dans la mode ? Oui, absolument. Et dans la là, je presse suis féminine. journaliste pigiste actuellement depuis 4 ans, et puis j'ai commencé il y a plus de 20 ans à publier mon premier papier au Parisien. En revanche, entre-temps, j'ai fait, j'ai fait plusieurs jobs dans la mode. Et est-ce que c'est là que s'est opérée votre prise de conscience ? Ma prise de conscience, elle s'est opérée déjà petite en Corse, dans les villages. Je voyais la façon dont on allait tuer le cochon, avec les cris du cochon qu'on égorge. Moi, je les ramenais petites dans le maquis, pieds nus avec un bâton. J'essayais de sauver les petits chats, et puis donc la prise de conscience, elle était là déjà, très forte. Donc pour répondre à votre question, oui, c'est authentique et sincère. C'est pas juste un phénomène de mode. Mais il y a plein de gens qui sauvent les petits chats, mais qui mettent quand même des ceintures en cuir. Oui, mais parce que les gens n'ont pas la conscience de ce qu'ils portent. C'était ça le sens de ma question. À quel moment vous êtes dit pas de cuir, pas de croco, puisque vous étiez dans la mode ? J'ai vu beaucoup de documentaires. Dans la mode, oui, on était obligés. Mais enfin, non, j'ai vu beaucoup de documentaires. Une vie de cochon de Livia Moklijewski. J'ai vu des documentaires sur aussi la façon dont il y a une prise de conscience, si vous voulez, vraiment concrète, avec le festival de Yulin, quand j'ai découvert ça en 2015, qui est un festival en Chine où les animaux à ciel ouvert sont traités de façon abominable et mangés. Ils arrivent vivants, ils repartent en morceaux. Et du coup, il y a eu cette prise de conscience. Alain Bougrain-Dubourg, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous dites tant mieux, il était temps, ça faisait tellement longtemps que je me battais seul dans le désert. Oui, d'abord, je n'étais pas seul par bonheur, mais on se sentait seul. Mais c'était pas la vague, c'était une minorité. On disait les écolos comme c'était une toute petite marge. Voilà, vous avez ouvert l'émission en disant est-ce que c'est un effet de mode ? Oui. J'espère que c'est un effet de mode durable. En clair, il y a une prise de conscience qui vient d'être évoquée. Elle est avérée aujourd'hui. Encore une fois, ni les lobbying, ni les élus ne pourront s'exonérer de ce regard qu'il convient de porter sur la société qui change. Alors maintenant, est-ce qu'on va changer nos comportements en conséquence ? Je l'espère, et cette démarche, cette publication participe de l'engagement qu'il convient d'avoir aujourd'hui. Je crois que il y a eu pendant très très longtemps un couvercle sur la marmite de souffrance animalière. Moi j'ai fait de nombreux reportages, j'avais plus de facilité à tourner dans une centrale nucléaire que dans un abattoir, très clairement.
Et vous avez des associations comme L214 qui ont levé le voile sur les coulisses et de l'élevage et du transport et de l'abattage, et on a vu cette réalité. Alors à chaque fois on nous disait mais non, mais c'est un cas particulier, ça n'incarne pas, ça ne représente pas l'ensemble de la profession. Et puis la semaine d'après, il y avait encore la même chose, et encore et encore. Il faut vraiment changer les méthodes, et donc je suis très heureux que ça existe. Ouais. Merci pour ces mots, Alain Bougrain-Dubourg. Merci, Héloïse Maillot. Vous restez avec nous. Je vais me tourner maintenant.